Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. D'accord, ok. Et ce matin, tu es paré pour démarrer avec nous. Oui, toujours. Tu vas nous amener du côté du Brésil. Bon, pas vraiment. On va revenir sur l'initiative céréalière dans la mer Noire. L'initiative céréalière dans la mer Noire, c'est un accord, j'en avais parlé ici, qui avait été signé en juillet dernier entre, d'un côté, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies, pour permettre la sortie des céréales qui étaient bloquées, notamment dans les ports ukrainiens. Il ne faut pas oublier que le déclenchement du conflit le 24 février dernier et le blocus maritime imposé par les navires russes, notamment aux différents ports ukrainiens, avait fait craindre un risque de famine, puisqu'il faut savoir que près de 40% des céréales qui sont exportées dans le monde étaient produits en Russie et en Ukraine. Et donc, il y a eu d'importantes tractations entre les Nations Unies, la Turquie, l'Ukraine et la Russie pour parvenir à un accord, parce qu'il faut savoir que dans le même temps, le fait qu'il y ait eu ce blocus-là, ça avait fait grimper les prix des denrées agricoles de plus de 20%. Et donc, ça posait un énorme problème d'approvisionnement en denrées agricoles, notamment pour les pays en développement, qui sont extrêmement dépendants des céréales ukrainiennes et russes, mais pas que les pays en voie de développement, le monde entier, parce que, et ça on va en parler plus tard, lorsque l'on regarde la direction qu'ont pris ces céréales-là, on a constaté malheureusement que les pays en développement n'étaient pas les principaux bénéficiaires de ces denrées agricoles-là. Néanmoins, selon le rapport de la CNUSET qui avait été publié le 19 octobre dernier, ça laissait entrevoir beaucoup d'espoir, parce que entre juillet et octobre, près de 8 millions de tonnes de denrées alimentaires avaient été sorties des ports ukrainiens. Mais il faut aussi savoir que depuis environ 2-3 semaines, un mois, il y avait déjà des tensions liées non pas à la raison que les Russes vont donner, c'est-à-dire l'attaque de drones ukrainiens sur des navires militaires russes qui étaient chargés d'assurer la sécurité du corridor maritime qui permettait aux navires, qu'ils soient ukrainiens ou autres, de sortir des ports ukrainiens pour traverser les 2 détroits turcs et aller dans les eaux internationales. C'est si tu veux, la raison directe. Mais on sentait qu'il y avait déjà des tensions, parce que le gouvernement de la Russie avait déjà fait savoir à plusieurs reprises qu'elle constatait que les navires russes qui disposaient de denrées alimentaires, donc les Russes aussi qui ont leurs clients pour vendre non seulement leurs denrées alimentaires, mais aussi les engrais chimiques, parce que la Russie est le plus gros producteur mondial d'engrais chimiques. Et donc, ils constataient que les Occidentaux mettaient tout en œuvre pour entraver, si tu veux, le bon acheminement sur le plan logistique des navires russes. Alors ça passait par quoi? Ça passait par le fait que, par exemple, les pays occidentaux refusaient de donner des autorisations aux navires russes d'accoster dans leur port, soit pour du ravitaillement, soit pour décharger leur cargaison. Parce qu'il y a des pays qui sont des clients de la Russie et qui utilisent des ports occidentaux, notamment les pays d'Europe centrale, pour faire parvenir, si tu veux, leur cargaison de denrées alimentaires. Donc il y a ce fait-là. Il y a le fait aussi que les pays occidentaux n'hésitaient pas à mettre la pression sur d'autres pays avec lesquels ils avaient peut-être de bonnes relations, ils étaient alliés, pour que ces pays-là aussi, en quelque sorte, mettent quelques entorses justement aux navires russes, pour qu'eux aussi, ils n'aient pas la possibilité d'accoster ou de traverser leurs eaux maritimes. Et donc, ça commençait véritablement à agacer la Russie, puisque la Russie estimait que dans cet accord, elle avait toujours respecté sa partie, en permettant non seulement aux navires étrangers de pouvoir charger les cargaisons de denrées céréalières dans les ports ukrainiens, mais en plus, elle garantissait avec sa propre flotte la sécurité de ces navires-là dans le corridor qui avait été mis en place conjointement avec l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies, pour permettre à ces navires-là de prendre en toute sécurité et de sortir de la mer Noire avec les précieuses cargaisons de denrées agricoles. Or, et constatait que de l'autre côté, l'Ukraine et leurs alliés, notamment occidentaux, ne faisaient pas tout à fait le jeu. Mais elle arrivait quand même
si tu veux, supporter cette pression-là parce qu'elle trouvait des stratagèmes pour quand même parvenir à livrer leurs clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vendredi dernier, la Russie a été victime d'une attaque de drones ukrainiens pilotés, selon les autorités russes, par des spécialistes britanniques. Ce sont ces drones-là qui ont attaqué des navires militaires, comme je l'ai dit, russes, qui sont basés sur le port de Sébastopol, le port militaire russe, là où se trouve la plus grande base militaire marine de la Russie. Et selon les autorités russes, ces drones ukrainiens-là auraient utilisé, si tu veux, le corridor qui avait été mis en place par la Russie conjointement avec l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies pour arriver jusque dans la zone de Sébastopol et lancer leur attaque contre les navires russes. Alors, même si les Russes estiment que les dégâts que ces navires-là ont subis étaient des dégâts mineurs, mais néanmoins, ils considèrent que cette attaque-là constitue un risque réel pour sa marine et donc une violation aussi de la part des Ukrainiens et de leurs alliés sur les termes de cet accord-là, de cette initiative céréalière de la mer Noire. Et donc, ils ont décidé samedi, unilatéralement, de suspendre, et ce de manière illimitée, leur participation à justement cette initiative céréalière de la mer Noire, ce qui a eu pour conséquence un blocus de l'ensemble des navires qui se trouvaient en ce moment-là sur les 3 ports ukrainiens. Et donc, à peu près 176 navires sont bloqués dans ces 3 ports ukrainiens, ce qui représente à peu près 1,2 million de tonnes de denrées agricoles. Et donc ça laisse craindre 2 choses. La première, c'est que dans l'accord qui avait été signé en juillet dernier, cet accord avait une durée de 120 jours et donc devait s'interrompre le 19 novembre dernier. Et donc, on espérait déjà, au regard des premiers résultats, où je l'ai dit ici, près de 8 millions de tonnes de denrées alimentaires avaient pu être acheminées hors des ports ukrainiens. Or, il reste encore à peu près 9 à 10 millions de tonnes toujours dans les ports ukrainiens. Et donc, cette suspension unilatérale des Russes laisse craindre que cela va avoir un impact notamment sur le cours des prix des denrées alimentaires. On va voir un risque d'augmentation du cours des denrées alimentaires parce qu'il faut savoir qu'en juillet dernier, à la suite de la mise en place de cette initiative, les prix des denrées agricoles avaient baissé de 9,1% en juillet, de 1,1% en août et de 1,2% en septembre. Donc ça avait énormément fait chuter globalement de moitié le prix des matières, des denrées agricoles par rapport, si on fait une comparaison avec avant la période de l'invasion russe. Donc cette suspension de la Russie va laisser craindre une remontée des cours des denrées alimentaires et avec un risque de voir des pays avoir des difficultés pour, une fois encore, être approvisionnés en ces précieuses denrées-là qui sont indispensables à l'alimentation mondiale, hein, parce que je l'ai dit, 40% des denrées agricoles proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Alors, bien entendu, les sons de cloche sont différents. La Russie, comme je l'ai dit, accuse les Britanniques et les Ukrainiens. Ils soutiennent leurs affirmations en disant qu'ils ont pu examiner et analyser les débris des drones avec lesquels on a perpétré ces attaques-là. Et donc, ils estiment que ces drones-là sont des drones qui sont britanniques. Et donc, forcément, cette technologie-là, les Ukrainiens n'ont pas la capacité de la manipuler. Et donc, cela a été fait par les Britanniques. Et chose nouvelle encore, les Russes ont formulé une deuxième accusation vis-à-vis des Britanniques, à savoir qu'ils accusent les Britanniques d'être les responsables de la destruction des 2 gazoducs Nord Stream 1 et 2. Maintenant, évidemment, ils n'ont pas donné les preuves de leur accusation, mais ils estiment qu'ils le feront à la suite de la convocation qu'ils ont formulée d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité pour venir étayer évidemment ces preuves-là. Maintenant, reste à savoir si cette réunion extraordinaire se tiendra et à quel moment. Mais du côté des Ukrainiens et de leurs alliés, évidemment, ils ont botté en touche toutes les accusations des Russes. Les Ukrainiens ont estimé que ce n'était qu'un nouveau prétexte formulé par les Russes pour justement essayer de ne pas respecter leurs engagements, parce que les Russes ne respectaient jamais leurs engagements. Pour ce qui concerne les Britanniques, eux aussi, ils ont botté en touche. Ils ont estimé que c'était aussi un prétexte fallacieux inventé
par les Russes pour, une fois encore, mettre la pression à la communauté internationale et essayer de faire remonter le cours des denrées alimentaires et donc d'utiliser, si tu veux, le blé et le maïs, en faire des armes comme ils ont utilisé le pétrole et le gaz comme armes contre les Occidentaux. Et puis, il y a aussi les Américains, Joe Biden, qui revenait d'une élection, qui avait voté dans le cadre d'une élection anticipée à Wilmington, dans le Delaware, son fief, parce qu'il faut savoir qu'il y a les élections sénatoriales le 5 novembre prochain, et donc on pouvait voter par anticipation maintenant. Et donc il avait lui aussi expliqué qu'il n'y avait pas de raison de la part des Russes de suspendre leur participation à cette initiative, et que, bien entendu, il a aussi botté en touche que les accusations formulées par Vladimir Poutine et son gouvernement ne reposaient grosso modo sur rien du tout. Et c'était aussi une volonté de la part des Russes de vouloir encore mettre la pression, notamment sur la communauté internationale, quitte à faire craindre un risque nouveau encore de famine à travers le monde. Sauf qu'il faut relativiser aussi les accusations dites de famine, et là je vais revenir au point là. Il faut savoir que selon le rapport de la CNUSED, sur les 8 millions de denrées agricoles qui sont sorties des ports ukrainiens, seuls 20% sont allés dans les ports des pays en voie de développement. Et pire encore, lorsque l'on regarde en juillet, août, septembre, ce nombre-là a diminué. Grosso modo, sur les 8 millions de tonnes, à peine 1,2 million de tonnes sont allées dans les ports des pays en voie de développement. Donc le reste, 80% de ces denrées alimentaires-là sont allées dans les ports des pays occidentaux, principalement des pays européens. Donc il faut bien comprendre que la volonté des Occidentaux à vouloir mettre la pression sur la Russie en l'accusant d'être potentiellement responsable de vouloir créer la famine dans des pays en voie de développement, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que l'essentiel des denrées alimentaires qui sont sorties jusqu'à présent des ports ukrainiens sont allés vers le port européen. Mais ça aussi, ça s'explique un peu par les jeux du marché, de l'offre et de la demande, puisque les Européens ont plus de moyens pour pouvoir acheter ces prix-là. Et lorsque les prix augmentent, donc les vendeurs vont là où les prix sont plus attractifs pour eux. Et c'est la raison pour laquelle 80% de ces navires-là, au lieu d'aller vers les ports des pays en voie de développement, sont plutôt allés vers les pays européens, où aussi ils font face à une inflation record. En Union européenne, la moyenne de l'inflation est de 10%, elle est peut-être de 6% en France, mais dans les pays comme la Lettonie, l'Estonie par exemple, il est de 24% le niveau d'inflation. Donc dans ces pays-là, qui sont membres de l'Union européenne ou qui sont des alliés des Européens, eux, ils font face véritablement à un risque d'insécurité alimentaire. On ne va pas aller jusqu'à la famine, mais l'insécurité alimentaire là-bas est accrue. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Occidentaux mettent aussi la pression à la Russie, où ils vont tenter de tout mettre en œuvre pour que la Russie revienne dans cet accord-là, pour permettre aux 8 ou 9 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont encore bloquées dans les ports ukrainiens puissent évidemment sortir et rapidement être acheminés vers les pays qui en ont véritablement besoin. Mais derrière, la Russie sera particulièrement plus dure parce que, d'une part, comme je l'ai dit, il y avait déjà ce problème-là, où elle constatait que d'un point de vue logistique, les Occidentaux mettaient tout en œuvre pour empêcher les navires russes de pouvoir livrer leurs clients en denrées agricoles et en engrais chimiques. Et donc, elle va également, certainement, dans la négociation qui va reprendre, parce que même si elle a suspendu sa participation à l'initiative céréalière de la mer Noire depuis samedi, n'empêche que, comme cet accord devait s'arrêter le 19 novembre prochain, c'est à peu près dans moins de 3 semaines, forcément, les Ukrainiens, les Russes, les Turcs et les Nations Unies devaient se retrouver pour discuter des termes du prolongement de cet accord-là. Et donc, certainement, les Russes allaient y intégrer ces éléments-là. Mais vu la gravité, selon eux, des attaques qu'ils ont subies, donc ils considèrent que c'est une violation flagrante de cet accord-là. Et par conséquent, ils mettent la pression, notamment sur 2 pays, enfin, sur la Turquie, parce que c'est la Turquie qui est la garante, en quelque sorte, du bon fonctionnement de cette initiative-là, puisque c'est elle qui gère les 2 détroits par lesquels circulent les navires qui sortent et qui entrent dans la mer Noire. Et deuxièmement, l'ONU, parce que l'ONU est censée également veiller à ce que l'Ukraine et leurs alliés
eux aussi soient en mesure de respecter cet accord-là, ce qui manifestement n'est pas encore le cas. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est que si d'ici aujourd'hui, je crois qu'il va encore y avoir des discussions au niveau de la Turquie. La Turquie a dit qu'elle prenait directement attache avec Kiev et Moscou pour essayer de voir dans quelle mesure il fallait désamorcer rapidement cette crise-là qui risque de faire craindre une remontée des cours des denrées agricoles avec le risque encore de créer un peu plus d'insécurité alimentaire dans les pays européens et un peu plus de risque de famine dans les pays d'Asie et d'Afrique qui sont fortement dépendants de ces denrées-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On était sur l'actualité internationale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.